Et tout de suite à 11h02, voici les infos avec Kadi Adoumdouas. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et tout de suite direction Roland Garros. Roland Garros 2011. L'événement tennis est sur Europe 1. Et on retrouve Christophe Lamar en direct de la Porte d'Auteuil. Alors quel est le programme de la journée, Christophe ? Eh bien, écoutez, on entre dans le vif du sujet avec le début des huitièmes de finale aujourd'hui dans le tableau masculin et féminin. Sur le court Philippe Chatrier, c'est un match qui devrait débuter en début d'après-midi entre 13h et 14h. Richard Gasquet va se mesurer à l'invincible Novak Djokovic. Le Serbe reste sur une impressionnante série de 40 victoires consécutives cette année, à deux matchs du succès du record absolu établi par le maître John McEnroe en 1980. Le Français ne part pas favori, mais sa forme du moment, le niveau de son jeu et son mental pourrait pourquoi pas lui permettre de créer une immense surprise ici. Toujours sur ce court Philippe Chatrier, on suivra de près l'opposition entre la dernière rescapée française dans le tableau féminin, Marion Bartoli, a une carte à jouer contre l'Argentine Gisèle Adulco. Enfin sur le Suzanne Lenglen, Gaël Monfils, toujours à la recherche de son meilleur niveau, affrontera le redoutable espagnol David Ferrer. Merci Christophe, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions pour faire le point sur les matchs. Dans le reste de l'actualité, toujours aucune nouvelle des 3 humanitaires français portés disparus au Yémen. 2 femmes et un homme appartenant à l'association Triangle Humanitaire. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis hier midi. Le Quai d'Orsay confirme la disparition mais se refuse pour l'instant à parler d'enlèvement. Georges Tron pourrait être contraint de démissionner d'ici ce soir. C'est ce que révèle le journal du dimanche ce matin. Le secrétaire d'État à la fonction publique est accusé d'agression sexuelle par 2 employés municipales. Le quotidien indique par ailleurs qu'une 3e victime présumée se serait manifestée. Elle serait entendue dans le courant de la semaine prochaine. Après l'Allemagne, la France, 3 personnes sous surveillance sanitaire après un séjour à Berlin. 3 personnes suspectées d'avoir été contaminées par la bactérie retrouvée sur des concombres. Cette bactérie concerne des lots spécifiques importés d'Espagne. L'un d'entre eux, mis en vente dans le Morbihan, a été retiré du marché. Ratko Mladic pourrait être transféré dès demain à La Haye. Déclaration du juge Guenet, adjoint au tribunal pénal international ce matin. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie a été arrêté jeudi en Serbie. Il est inculpé de génocide par la justice internationale. Retour au sport avec le football, 4e sacre de champion pour Barcelone qui s'est imposé sur Manchester United. Score final 3-1 en finale de la Ligue des Champions. Ce soir, 38e et dernière journée de Ligue 1. Monaco en position de relégable reçoit Lyon. Bordeaux affronte Montpellier. Saint-Etienne est opposé au PSG. Caen accueille Marseille, une soirée football à suivre dès 20h sur Europe 1 avec l'ami Alexandre Ruiz. On termine avec les courses et le tiercé écarté Quintet Plus et 2/4 cet après-midi à Auteuil. Voici les préférés de José Coves, le 2, le 5, l'As, le 4, le 3, le 6, le 8 et le 13. Notez bien le 2, le 5, l'As, le 4, le 3, le 6, le 8 et le 13. Bonne journée sur Europe 1, une très belle fête à toutes les mamans. J'en profite pour saluer la mienne. Ah, la mienne aussi alors. Je fais comme vous, je copie. Et ben voilà. C'est avec Bafi et ses invités et Julie que nous allons passer l'heure qui suit sur Europe 1. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Mais c'est quoi ce bordel? Jusqu'à midi avec Laurent Baffy. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour, très heureux de vous retrouver ce dimanche matin, comme chaque dimanche matin, pour une émission un petit peu culturelle, un peu scientifique, avec des sommités autour de cette table. Sébastien Follin. Bonjour. Mes 2 poteaux de menton, Igor et Grishka Bogdanov. Michel Chevalet. 2, 2, 1, 0. Et mon vieil ami Alain Bougrain-Dubourg. Alors,
Igor et Grishka, vous publiez le 17e bouquin cette année, La mémoire double. Enfin, c'est une réédition, hein, c'est sorti il y a quelques temps. Oui, en 84. Et ça a inspiré Matrix, on vous a tout piqué. Et du coup, vous ressortez le livre et vous attaquez tout Hollywood. Oui. Non, on n'attaque pas vraiment Hollywood, mais enfin, en tout cas, en effet, on ressort le bouquin. Parce qu'on s'est dit, bon, au fond, il a été publié en 84. En 84, je pense qu'on a eu quelques idées qui ont pu inspirer les réalisateurs de Matrix pour une raison très simple, c'est que nous avons vendu les droits du livre en 94. Il y a eu 3 options sur les droits qui ont circulé comme ça dans le tout Hollywood, et à la fin, on nous a répondu, ouais, John Woo devait faire ce film, et puis il le fait pas parce qu'il trouve le film trop compliqué, et il l'a passé aux 2 frères Wachowski. Donc, de là à imaginer qu'ils se sont inspirés de ce livre, y compris dans le titre d'ailleurs, puisque dans le titre, nous, on parle de la matrice comme étant le lieu de génération électronique de l'illusion dans lequel sont plongés les auteurs. Oh là 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 là. Donc, voilà, on se pose des questions, mais on va pas plus loin que ça. Bon. Igor, bonjour, pourquoi ce livre? Michel Chevalet, avec le volcan, tu as été très demandé. Oui. C'est rentable pour toi quand il y a une éruption au niveau de tes cachets? Ah ben non mais. Est-ce que tu as des bonnes retombées quand il y a des Non mais alors éruptions? on va être très franc. Moi, à iTélé c'est bien. Moi je suis monsieur catastrophe. Alors j'ai gagné ma vie. Bah c'est vrai que Fukushima c'est merveilleux. Là j'en ai pour 30 ans, mais je serai mort, ça continuera. Bon, là le volcan c'est pas mal. Hein. Ça faisait un petit moment qu'il était calme. Il y a un an, j'en mets une petite couche. Ça va être pire que l'éruption précédente ou Difficile de le dire, mon général. Disons que c'est pas un méchant. D'accord. Et Fukushima, c'est pire que Tchernobyl? C'est en contamination à proximité de la centrale, autant. D'accord. Mais la surface contaminée est plus petite parce qu'il n'y a pas eu explosion. Mais ils en ont pas un sur les bras, ils en ont 3, plus une piscine à vider. Hein, et une piscine, si les éléments combustibles sont à nu, ça crache tellement que personne ne peut approcher. Non, c'est terrible. Ils sont partis pour un grand tour. Hein, avec juste la partie océanique où on fait pas. Voilà, on rejette. Ils ont 90 000 tonnes d'eau radioactive dont ils savent pas quoi faire. Oui, et très radioactive. Et puis quand on continue à arroser, parce qu'on nous parle de remettre en route des circuits de refroidissement, on met rien en route pour l'instant parce qu'on peut pas accéder. Ils arrosent, donc l'eau de mer ruisselle, elle est contaminée, et puis on essaye de la pomper, puis après elle coule, elle va jusqu'à la mer. Ce que fait Julie avec la technique. Là. Et les poissons alors? Eh ben ils sont fluorescents. Alors les gens s'attendent. C'est la richesse du Japon, une des richesses. En général, les gens s'attendent le dimanche matin à écouter une émission de divertissement avec beaucoup de conneries. Et là, on va vous annoncer pratiquement en direct, c'est la fin du monde. Sébastien Follin. Oh non, quand même pas. Vous voulez annoncer dès ce matin la fin du monde? Non mais attends, les centrales, les volcans, la pollution, les espèces en voie de disparition... Ouais, les volcans, ils ont pété avant nous, ils continueront à péter après nous. La centrale nucléaire, c'est l'homme. Mais les volcans, le plus inquiétant, les volcans étaient là avant nous, ils ont fait l'atmosphère. C'est le nucléaire, et notamment au-delà des dangers comme Fukushima, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets. Et quand il y a 40... On les fait travailler à Europe 1. Arrête Laurent, moi je vais rentrer à la maison. Hein. Merci le fan club. Je viens de le dire, à Europe 1. Ils sont 2. Vous n'écoutez rien. Sébastien Follin, tu as sorti un petit bouquin qui est passionnant, qui s'appelle La part verte des choses. Tu fais un petit bilan avec des solutions, des problèmes, parfois des solutions, et puis pas mal d'idées reçues aussi. Donc déjà, la voiture électrique, c'est pas l'avenir de la planète. En tout cas, on veut nous l'imposer comme étant une solution, la solution. En creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de soucis. Il y a un mec qui a inventé la voiture à air comprimé. Oui. Comment ça il y a la voiture à eau, à air comprimé. Enfin, il y a plein de brevets. Alors, il y a eu des tramways à air comprimé au début. On n'avait pas l'électricité, il y a eu des tramways à air comprimé dans Paris. C'est une bonne solution, mais c'est toujours un emploi très limité. Moi. Il n'y a pas, je suis d'accord avec Follin, il n'y a pas une réponse, une solution. Il y a une multitude. Il faut faire feu de tout bois. Guy, bonjour, vous êtes l'inventeur du moteur à air. C'est quoi cette connerie encore? Oui, bonjour. C'est une simple technologie, c'est pas une connerie. Alors expliquez-nous, c'est quoi le moteur à air? À air comprimé, c'est ça? Moteur à air comprimé. On stocke de l'énergie sous la forme d'air comprimé. Tu fais ça, Julie, toi? Bien sûr. Et puis après, on va utiliser cette énergie stockée en la détendant dans un moteur. Et donc ça pollue pas? Ça coûte rien? Ça coûte, tout coûte. Mais quand ça roule, ça pollue pas. Et pourquoi on n'en a pas alors? Départ, c'est tout. Pourquoi on n'a pas développé ce projet? C'est les pétroliers qui ont mis des bâtons dans les roues aux gens qui développaient les autres projets? Non, on développe le projet, mais c'est long et pénible de développer un projet neuf. Vous pensez que ça va se développer, le moteur à air comprimé? Écoutez, nous avons développé, nous allons sortir nos premières voitures dans le courant à la fin de cette année, si tout se passe bien. Ah ouais. On a fait toute une gamme de voitures. Là, on a fait une voiture urbaine et c'est celle qui va sortir la première. Combien ça va coûter? 7 000 €.
Quelle autonomie, combien de places? 130 à 150 130 personnes, selon oui, c'est un bus, quoi. 3 places. 3 places. Et ça se recharge en combien de temps? En 2 minutes si on fait sur une station-service. En 3h30 sur une prise de courant. Mais à la station-service, c'est là où on va gonfler les pneus, qu'on recharge la voiture? Non, c'est pas tout à fait les mêmes pressions. Disons que c'est là où on va gonfler les bouteilles des pompiers ou les bouteilles de plongeurs sous-marins. Bon, on a hâte de voir ça. Et puis, si le produit est bien, moi, personnellement, j'en achèterai une. Bien, merci beaucoup. Merci à vous de travailler pour les générations futures. Jérémy, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Alain Bougrain-Dubourg. Je voulais savoir quelle était aujourd'hui l'espèce animale la plus menacée. La grosse fruit violette est en disparition. Il montre Julie. Faut pas le dire. Non, mais c'est vrai que Julie est rare. Non, malheureusement, il n'y a pas qu'une espèce qui est menacée. Actuellement, si on devait résumer, on peut dire qu'il y a une espèce de mammifère sur 4, une espèce de batracien sur 3 et une espèce d'oiseau sur 8. C'est considérable, hein. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'espèces qui pourraient disparaître dans les années à venir. Et à cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, la perte de leur biotope, de leur territoire. Ensuite, on découvre beaucoup les espèces invasives, c'est-à-dire des espèces qu'on a introduites dans des territoires où elles n'avaient rien à faire. Par exemple, quand on était... Il me montre encore, là? Oui. Non, je t'ai pas montré. Je ne regarde plus, je te regarde, Alain, vas-y. Les petites tortues de Floride qu'on achetait grandes comme des pièces de 5 francs à l'époque et qu'on faisait grandir parce qu'elles se trouvaient assez bien en captivité dans les aquariums. Et on les a relâchées et elles ont repoussé une tortue indigène française qui s'appelle la cistude. Voilà. Il y a la grenouille taureau, il y a les ibis sacrés, il y a les écrevisses, il y a les écrevisses à pattes blanches, il y a qui ont des problèmes. Donc la deuxième cause, c'est vraiment les espèces invasives. Et les oiseaux à protéger. Là, on dit qu'il y a très très peu de spécimens du fourqueux du FMI. Il faut. Comment? Non, mais c'est sur Je peux rien pour lui. C'est sur l'île de Washington, quoi. C'est des espèces. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Est-ce que la captivité peut être la solution? En principe, ça a aidé, mais c'est pas la solution. Francis, bonjour, ta question. Ouais, pour les frères Bogdanov. Oui. Ah, Francis. Alors, dans l'hypothèse où l'expansion de l'univers, suit les équations prédites dans par la réalité générale, comment est-il possible de déterminer la durée du phénomène de Planck? Alors, je peux répondre? Non, mais par rapport au mur de Planck, hein, Francis, tu fais bien allusion au mur de Planck. Oui, oui. Alors, très bonne question, Francis, tu as gagné un cadeau. Ah bon? Un abonnement à l'expansion, t'embrasse. Ah ouais. Igor, ta réponse. Bon, et la réponse c'est que il y a quelque chose de vrai dans la question, mais tout n'est pas vrai. En particulier le fait que la théorie de l'expansion aurait été prédite par la relativité générale, ce n'est pas vrai parce que précisément Einstein a introduit ce qu'on appelle un terme cosmologique pour bloquer l'expansion de l'univers, parce que cette idée que l'univers puisse entre guillemets changer d'échelle à chaque instant lui était insupportable. Il ne voulait pas admettre l'idée que l'univers pouvait être en expansion, alors qu'en effet cette idée-là était introduite dans ses propres équations du champ. Bon, il l'a éliminé, ce qui fait que on ne trouvera pas chez Einstein l'idée de l'expansion de l'univers. On la trouvera par la suite. Pourquoi? Parce que quand il a été à l'invitation, oui, bien sûr. Et Einstein s'est d'ailleurs récusé lui-même. Il a dit ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Je me suis trompé. Et il a en tiré effet, la langue. Il y a expansion. Alors expansion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers est comparable un petit peu à un ballon qui gonfle à chaque instant. Il change d'échelle. Il y a des milliards de kilomètres cubes qui s'ajoutent à chaque instant. Depuis le début de cette émission, l'univers a grandi de manière très considérable. Ça veut dire aussi que ça fait des auditeurs en plus. Hein. On se pose la question, et là je reviens à votre question. Donc on se pose la question de savoir à partir de quoi il a commencé, où commence le phénomène. Eh bien, ce phénomène, il commence à partir de l'échelle de Planck, c'est-à-dire en fait à 10 puissance 33 cm. Hein, c'est l'échelle qui a été fixée par Planck. Par Planck lui-même. Voilà. Par Planck lui-même, enfin pas tout à fait. Oui, le batteur a participé un peu, et puis le chanteur aussi. Il y a participé par son nom en tout cas, 10 puissance moins 33 cm. C'est la plus petite échelle à partir de laquelle le phénomène d'expansion commence. Il y a 13 milliards et 700 millions d'années, hein, c'est le moment du Big Bang. Le Big Bang, l'expansion commence, et puis nous sommes aujourd'hui toujours plongés dans ce phénomène-là. Voilà. Igor, c'est le seul qui puisse répondre à une question de Francis, hein, depuis que Francis nous appelle toutes les semaines. Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Moi non, mais Grishka oui.
Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et nos invités aujourd'hui Igor et Grishka Bogdanov, Sébastien Follin, Michel Chevalet et Alain Bougrain-Dubourg. Jean-Claude, bonjour, ta question. Oui, bonjour. C'est une question pour Sébastien. Oui. Follin. Dans votre livre, il y a une petite anecdote qui dit qu'un généticien coréen a croisé un chien avec une étoile de mer. Oui. Est-ce que c'est vrai ? Ah oui, j'ai même fait un reportage là-dessus. Vous avez un chien qui a la truffe fluorescente et non, c'est pas des blagues. Il y a des Frankenstein qui existent et qui s'amusent avec le vivant et ça existe en effet. C'est une société coréenne qui clone votre chien quand malheureusement vous êtes sur le point de perdre votre animal de compagnie. Il peut vous cloner votre chien. Il y a des. Et c'est pas le même chien en fait. C'est un chien qui ressemble au chien. Évidemment, chien, pas mais vrai. donc il y a des fortunés américains. Ils ont intégré des gènes alors de l'étoile de mer. Exactement dans le chien. Et bon alors ça c'est la partie publicitaire de ce docteur coréen, mais par ailleurs il y a de fortunés américains entre autres qui ont cloné plusieurs fois leur animal de compagnie, donc ils se retrouvent avec cinq chiens qui ressemblent à leur chien qui a disparu. Ils ont mis des gènes de méduses fluorescentes chez les lapins. Chez les lapins, il y a des lapins la nuit. C'est bien, on les écrase pas comme ça, les lapins, on les voit la nuit. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? On devrait faire ça pour les grenouilles, Laurent. Les crapauds, je veux dire. Mais Laurent, tu parles des méduses. Il y a une méduse qui est absolument fantastique et qui a été découverte relativement récemment, qui est la fameuse, alors le nom est un peu barbare, Turritopsis nutricola. En fait, c'est une méduse qui a la propriété d'être immortelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle vieillit jusqu'à un certain point. Et puis génétiquement, elle se régénère. Elle est immarcessible comme je dis. Elle revient donc à l'âge de l'enfance et elle recommence son cycle et ainsi indéfiniment. Donc les scientifiques qui se sont posé la question de savoir exactement quel est le mécanisme à l'origine de ce phénomène disent aujourd'hui, ben voilà, nous avons pour la première fois isolé sur Terre un organisme qui est immortel. C'est la deux fois que je lis. Oui, avec moi. C'est la deuxième fois que je l'ai. Ça, c'est la deuxième fois. Mais enfin, là, il s'agit véritablement d'un phénomène d'immortalisation, au fond, d'un organisme qui se régénère en permanence. Un cycle ad libre, indéfini. Voilà, indéfini. Combien de temps que t'as pas eu tes cycles, toi, Julien? C'est indéfini chez moi. Michel Chevalet, c'était quoi pour toi la plus grande invention de tous les temps? Moi, je dirais, si vous voulez, je vais vous surprendre, mais je dirais, c'est d'abord l'allumette. Parce que ça a permis. J'allais dire le feu, oui. C'est tout bête, mais bien sûr. Et quelles sont les grandes inventions à venir pour, par exemple, la décennie à venir? Il va y avoir une révolution dans le domaine du traitement de l'information, de l'informatique. Parce que dans les années 2020-2025, on va avoir en face de nous des systèmes, entre guillemets, de traitement de l'information qui deviendront véritablement intelligents au sens où ils seront dotés peut-être d'une conscience. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de... Oui, c'est un vrai problème, ça. J'ai parlé récemment avec un chercheur du côté de la Bretagne et il a le sentiment d'être un peu comparable à un docteur Frankenstein dont parlait il y a un instant Sébastien. C'est-à-dire qu'il est confronté à l'émergence d'une intelligence et d'une conscience qui, c'est vrai, le plonge dans une espèce de profonde angoisse. Il est très angoissé en face de ça. Et il dit, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire, mais en tout cas, on va avoir, il va falloir traiter avec eux, avec ces machines-là. Donc ça, c'est la première révolution. Le plus beau, c'est derrière ce qu'il dit, c'est la compréhension du fonctionnement de notre cerveau. C'est ça qu'on attend. Ce sera la plus belle avancée scientifique qu'on puisse imaginer. Mais ça rejoint tout à fait ce qu'il fait. C'est le problème de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de donner de l'intelligence à nos machines qui sont bêtes comme leurs pieds actuellement. Mais si on leur donne de l'intelligence, on va leur donner une âme. Oui, de la conscience. C'est l'ère de la conscience artificielle. Et c'est bien là toute la question. Oui, sentiment. On commence à faire des machines douées de sentiments. Eh oui. D'émotions. Ahmed, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent. J'ai une question pour Bougrain-Dubourg. Oui. Donc, je voudrais savoir quelle était sa plus grande passion après les animaux. Les femmes. Le vivant qui m'entoure. C'est vrai, les femmes, les animaux. Ouais, mais enfin, je suis pas. T'as eu vraiment ton côté bébé phoque et ton côté phoque bébé. Daniel, bonjour, ta question. Bonjour à tous, c'est pour Sébastien Follin, s'il vous plaît. Il est là. Bah, moi, ça serait pour savoir ce qu'il pense de la sécheresse de cette année et celle de 76. Est-ce que ça a vraiment un rapport? Alors, je suis pas spécialiste, même si j'ai présenté la météo pendant de longues années à TF1. Bah oui, comme quoi. Tout à fait. Comme quoi, on prend des incapables partout. Je suis pas un climatologue. Comparé avec la sécheresse de 76, tout le monde dit qu'on... Non, mais on fait tous semblant autour de la table. Il faut quand même le rappeler. Il se dit qu'on se dirige vers quelque chose de plus grave qu'en 76, apparemment. Mais pour être un peu plus large par rapport à cette question, on se rend compte depuis une dizaine d'années que les saisons sont quand même méchamment tranchées. Et là, on est en été depuis début avril quand même. Donc, je veux bien qu'il y ait des climato-sceptiques, qu'il y ait des grandes discussions.
on se rend compte quand même que il y a une accélération des événements. Il se passe des choses bizarres. Après qu'on pose la question, pardon, c'est mon émission. Non. Alors donc, non, pardon. Vas-y. Non, mais quand on pose la question aux climatologues, ils mettent des réserves de scientifiques en disant attention, on n'a pas assez de recul pour dire que l'homme est la raison principale de ce qui se passe actuellement. Mais on se rend compte quand même qu'il y a plein de phénomènes climatiques qui se passent de manière de plus en plus fréquente et que, en effet, on se retrouve avec des hivers, des périodes de froid assez importantes sur les hivers, que les étés arrivent de manière de plus en plus précoce. On est en été depuis début avril. Le printemps, on l'a pas vu cette année et on ne sait pas très bien quand est-ce que va arriver l'automne. Donc on se rend compte que chaque année, les saisons sont complètement renversées. Et souvent, quand il y a une sécheresse quelque part, c'est qu'il y a des inondations ailleurs. La canicule de 2003, ça m'avait frappé. On était donc à des températures qui frisaient les 40 degrés en France métropolitaine. Au même moment, il a neigé sur le volcan de la Réunion. Certes, à 2500 mètres d'altitude, mais on est quand même dans une zone tropicale. Donc, moi, je suis pas climatologue, mais on peut quand même se poser la question de savoir si tous ces phénomènes qui se passent de manière récurrente et simultanée ne sont pas parfois un peu inquiétants. Et là, je parle avec des spécialistes de la science. Moi, je suis un Benjamin là-dedans quand même. Quand on pense qu'à la base, c'était une émission comique, et là, on fait flipper tout le monde. On pourra désaliniser l'eau un jour? Oui, mais pas sur une grande échelle pour donner de l'eau. Il faut de l'énergie. Il y a deux façons. Soit je fais bouillir, je mets de l'eau dans une marmite, je chauffe et je fais bouillir. C'est les grosses usines de désalinisation. Donc c'est surtout valable pour les pays qui ont du pétrole et du gaz. C'est ce qui se passe selon l'Arabie Saoudite. Ou la deuxième solution, c'est de faire des osmoses, c'est-à-dire qu'on va comprimer la flotte, l'eau salée, et on va faire traverser des membranes sous forte pression. On t'a déjà traversé la membrane sous forte pression, Julie? Ah oui, tous les jours. Et là, il faut beaucoup d'énergie avec des pompes, mais ça marche très bien. On pourra utiliser la force des marées, de l'eau un jour? Alors c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des problèmes d'abord de corrosion. Tu vois, tout, ça bouffe tout, le sel. Le deuxième, c'est que c'est un milieu vivant. Non, mais c'est un milieu vivant très prolifère. C'est-à-dire que, par exemple, prenez le barrage de la Rance. Le barrage de la Rance, régulièrement, il faut l'arrêter, arrêter les turbines, puis il y a des gars qui viennent, et avec des couteaux, ils viennent gratter les moules qui sont fixés sur les turbines. Gratté la moule avec un couteau. Voilà. Oui, mais je me oui à chaque fois. Il est content. Non, on m'a arrêté la turbine deux fois. Il est content. Parce qu'il y avait trop d'échauffement. Gratte-moi la moule, et voilà. Et donc, c'est assez compliqué, si vous voulez. Je ne dis pas que ça soit pas impossible, mais, et puis, le problème, c'est la violence des événements. Quand il y a une méga tempête, ça vous désosse tout. Michel, donc jusqu'à présent, tout ce que l'on a tenté n'a pas fonctionné. Non, mais Michel, ce qu'on constate aussi, c'est que vraiment les plus gros du budget sur la recherche, on l'a mis davantage vers le nucléaire que vers les énergies renouvelables. Et si on avait investi, peut-être qu'aujourd'hui, on en saurait davantage, on pourrait exploiter davantage. Et là, c'est un vrai problème. Grishka voulait réagir par rapport à la première question. Non, mais j'ai pris mes licences pour réagir bien, tu vois, froid, avec... Alors, ton avis sur le problème, Grishka? Finalement, quelle que soit la manière dont on tourne le problème, il est là. Donc... Ça va? Morissette, bonjour. Bonjour Laurent. Moi, j'ai une question pour les frères Bogdanov. Oui. C'est Grishka qui va répondre. En tant que jumeaux, vous avez énormément de ressemblances, mais vous devez bien avoir une grande différence, non? Quelle est votre plus grande différence? Ils ont l'air séduits par la question d'abord. Ils ont vraiment envie de répondre à ça. La plus grande différence, je vais vous répondre en fait. La plus grande différence, mais vraiment, et ça m'est arrivé encore ce matin. Au sens strict. Moi je suis Grishka. Ce matin, et ça s'est produit 2 fois. Oui, on me dit comment ça va Igor? Là, tout d'un coup, je me sens très différent. Et c'est la plus grande différence, parce que c'est effectivement ce qui sépare Grishka de Igor. Donc ça nous arrive. Pour le reste, c'est pas ça, non? Si, c'est le droit de dire ça. Ça peut être ça. Non. Il a raison. Il a raison. Oui, voilà. C'est une belle démonstration, quand même. C'est une bonne démonstration. Igor Grishka, je vais vous faire un quiz. Il n'y a que vous qui jouez. Personne d'autre que vous ne joue à cette table. C'est un quiz jumeau. Quel est votre muscle préféré? Ah oui, c'est là. Non, mais qu'est-ce qui on a droit à des renforts aussi, là. D'accord. C'est facile, hein. Alors, tu parles du muscle préféré ou du dans muscle la salle. Ou du muscle le plus efficace? Non, votre muscle préféré. Logiquement, ça doit être le muscle des jumeaux. Normalement, c'est les jumeaux. Voilà. C'est le tri jumeau. Votre ville préférée? Notre ville préférée? Votre ville préférée? Julie, on ne répond pas.
Ah, je sais. Long jumeau. Bravo. Vos tours. Le principe. Vos tours préférés. Vos tours préférés. Vos tours. Tour jumelle. Ah ouais, ça y est, j'adore. Ouais. Allez, continue. Ah, je l'ai dit. Votre constellation préférée. La constellation des Gémeaux. Les Gémeaux, le signe zodiacal. Non, mais elle est mal écrite, c'est la constellation des jumeaux. En fait, Gémeaux. Non, moi je pensais à Castor et Pollux. Ah oui, la constellation, mais oui, bien sûr. D'accord. Voilà votre rocker préféré. Gémeaux. Attends. Rocker préféré. Rocker. Jumeaux à l'idée. Et nous. Je suis sec. C'est Elvis Presley, les enfants. Pourquoi? Qui a un jumeau mort à la naissance. Frère Aaron. Aaron. Ouais. Le roi de Memphis. Exact. Ouais, c'est vrai. Citez-moi des personnalités qui ont eu des jumeaux, des jumelles. Alors, Denise Fabre, Marlène Jobert. Quelle mémoire tu as, toi? Denise Fabre. Un peu moins connu. Moi, j'avais Maria Carey, Céline Dion, Angelina Jolie. vrai. Et toi, tu me sors. Et moi, je suis une personnalité ou pas? Oui, t'as eu des jumeaux. Une Polonaise a accouché de jumeaux de pères différents, vrai ou faux? Ça c'est vrai. C'est possible. Comment c'est possible alors? Ils naissent en même temps, et c'est deux spermatozoïdes. Il y en a un spermatozoïde qui a vécu un peu plus longtemps, qui a attendu l'autre. Mais c'est Rambo le spermatozoïde. Et ils sont sortis ensemble. C'est ça ou pas? Ensemble. Oui, c'est ça. Des jumeaux c'est bien ça. sont nés de deux mères différentes, vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, comment c'est même possible, truc, là. C'est le phénomène des mères porteuses. On peut absolument imaginer, si tu veux, que deux mères différentes soient inséminées par le même homme. Oui, mais le même géniteur, oui. En Espagne, un transsexuel est tombé enceint de jumeaux. Bah pourquoi pas. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a décidé de changer de sexe, mais avant, il a fait des jumeaux, et après, quand il a eu ses jumeaux, c'était une femme. Même moi, j'ai du mal à suivre ce que je raconte. Vas-y, redis. Il a fait des enfants, et après, il a changé de sexe, donc il est devenu une femme. Et puis, il a été reconnu, le père génétique des jumeaux. Qui était né avant. Mais lui, il avait changé de sexe entre-temps. D'accord. T'imagines les gosses, le suivi qu'ils vont avoir au niveau des psys et tout. Vous avez demandé les urgences psychiatriques. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. La double pénétration favoriserait les chances d'avoir des jumeaux. Je crois pas. Non. Sûrement pas. Tu réponds à la question. On a quand même réfléchi avant. Vraiment. 2 fois de suite, une femme a mis au monde des jumeaux, l'un blanc et l'autre noir. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Une fois, oui, peut-être. Mais... 2 fois, c'est lui qui est arrivé. T'as vu le nombre de probabilités qu'il y avait pour ça? Très peu élevé. Alors là, ce sont des faux jumeaux? C'était quoi? C'est des... Ah, mais ça, c'est des faux. Monozygotes? Non, bizygote. Bizygote. Oui, forcément. Mais puisque là, manifestement, les caractères génétiques de l'un et de l'autre sont très différents. 2 jumeaux sont nés à 6 mois d'intervalle. Oui, c'est possible par l'insémination artificielle. Non. Elle a accouché, elle a... Et puis elle a elle a accouché d'un prématuré? Ouais, je sais pas. À 3 mois? 6 mois d'intervalle. Et c'était faux parce que c'était à 1 semaine d'intervalle. Voilà. Déjà une semaine. Tu as bien vu quand même qu'il y avait un espèce de doute généralisé. Ça y est, j'ai accouché. Oui, revenez quand même la semaine prochaine. Je serai plus tranquille. Patrick, bonjour, ta question. Bonjour, une question, frère Bogdanov. À quand la fin du monde? Oh là là. Non mais on me pose souvent cette question absurdissime de 2012 et on répond mais vraiment comment peut-on être victime à ce point d'une vulgate qui n'a aucun sens, qui ne recouvre que finalement une forme de superstition collective dont on s'accordera tous à dire qu'elle est absurde. Il n'y a pas de fin du monde à redouter en 2012 bien entendu et je vais même pas développer des arguments. Mais d'après le calendrier Maya, on n'aura plus de miel en 2012. Oui, d'après le calendrier Maya. Ça effectivement Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et nos invités aujourd'hui? Igor et Grishka Bogdanov, Sébastien Follin, Michel Chevalet et Alain Bougrain-Dubourg. Sébastien Follin, toi tu as fait ce bouquin La part verte des choses. Alors tu préconises des petites choses pour améliorer notre quotidien et puis pour limiter un petit peu les dégâts. Alors la grande mode, tout le monde dit ça, c'est que maintenant il faut pisser sous la douche. Oui, écoute, mais avant que ce soit à la mode, je le faisais déjà. Ça évite de tirer la chasse d'eau, ça économise de l'eau, c'est ça? Bah oui, exactement. À l'échelle d'une grande ville, on finit par... Alors j'ai bien dit pipi sous la douche. Plus, ce serait une bêtise. Faudra appeler le plombier, donc ce serait plus compliqué. Mais voilà, c'est des petits gestes. Alors quoi d'autre comme petits gestes comme ça Bon après, c'est les gestes au quotidien. Pipi dans le lavabo, tu dis toi? Tout le monde l'a fait. Bah oui. Pipi dans le jardin, c'est bien ou c'est pas bien?
Mais alors, pipi dans le lavabo à condition que tu te brosses les dents en même temps. Le principe, c'est de faire autre chose en même temps. Elle est pas assez Parce grande. que si c'est pour remplacer les toilettes, Bah oui, après, on va pas couler l'eau, pipi dans le lavabo. Non, mais c'est important, ou en faisant sa vaisselle. Quoique, déjà, j'ai un doute. Non, j'ai rien dit. Non, mais j'ai cherché une mutualisation. C'est propre chez lui, hein. Non, mais c'est une mutualisation de la consommation d'eau. Autre chose Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme geste comme ça. Après les gestes, c'est ce qu'on... Avant de faire pipi sous la douche, par exemple, pas tirer la chasse systématiquement. On peut tirer la chasse tous les 3 pipis. C'est pas très sale du pipi. Déjà, il y a la petite chasse d'eau. Tout le monde n'est pas équipé de la petite chasse d'eau. Il faut mettre une brique aussi dans ces toilettes. Complètement. Quoi? Tout à fait. Oui, parce que ça diminue le volume d'eau. C'est tout bête. Ah, on met une brique dans le truc de la chasse d'eau? Est-ce que tu tires la chasse systématiquement, toi, Julie? Oui, toujours. Alors, on peut dire tirer la chasse tous les 3 pipis. On peut lancer cette initiative? Non. Sauf pour les gens qui mangent des asperges. Là, vraiment, ça l'aidera. Le bio, c'est de la merde. Qui a dit ça? Toi, dans ton livre. Alors, T'as dit c'est pas rentable, ça va pas nourrir 9 milliards d'individus. Encore une fois, j'essaie de faire la part des choses. Le bio, c'est bien, parce que c'est bon pour notre santé. Très bien. Et nous, on a les moyens de se le payer pour ceux qui sont autour de cette table, je pense. Maintenant, tout le monde n'a pas les moyens parce que c'est plus cher. Et la question qui est posée dans le bouquin, et j'en ai discuté avec Bruno Parmentier, qui est un économiste et ingénieur agronome, c'est justement 30% le bio, globalement, on produit 30% de moins. Et à l'horizon 2050, quand on va être plus de 9 milliards, il faudra produire entre 70% et 100% de plus que ce qu'on produit aujourd'hui. La viande, on en mange trop. C'est responsable de près de 20% des gaz à effet de serre. Le méthane, 18%. Et c'est notre problème qu'on a aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on commence à avoir une prise de conscience dans les pays de l'Ouest, avec cette prise de conscience écolo, et en se disant tiens, on pourrait peut-être manger moins de viande. Mais dans tous les pays émergents, les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, où il y a donc plein de gens qui accèdent à un statut social, la première chose qu'ils font, c'est se mettre une petite aile de poulet dans leur assiette. Chez les Indiens, c'est d'utiliser des produits laitiers. Enfin voilà. Et c'est l'équilibre. En 50 ans, on sait que la consommation de viande a été multipliée par 12. Par 12. Donc on mange 12 fois plus de viande aujourd'hui, mais en général que... Et les gens se bouffaient pas le cul comme maintenant. Hein. C'est ça. Tiens, je voudrais que tu nous lises ça. Comment ça marche, Michel Chevalet? Petite fiche technique. DSK, comment ça marche? Oh là là. Ça y est. Voilà. Il fallait que ça tombe sur moi. Je me disais, c'est étonnant qu'il soit aussi gentil. Aussi sérieux aussi. Non, mais c'est intéressant. Alors, un DSK, comment ça marche? 1. L'idée monte au cerveau. 2. Les corps caverneux se remplissent de sang. Je vois pas ce que tu veux dire, là. Oh là là. 3. Ça y est, on y est. La fusée sur la rampe de lancement. Voilà, là, je comprends. Et le compte à rebours, bien entendu, est imminent. Seul problème, l'astronaute n'a pas de partenaire. Qu'à cela ne tienne, une femme de ménage entre dans la chambre et là, c'est le drame. Le patron du FMI contraint l'employé à une mise en orbite forcée. Le premier réservoir se détache et inonde la chambre de traces d'ADN. La suite, vous la connaissez. C'est bien expliqué quand même. La suite, vous la connaissez, c'est la 2806. C'est une histoire à suivre, hein, plutôt. Mickaël, bonjour, ta question. Question pour les Bogdanov. Un Nostradamus italien décédé en 79 a prédit qu'un séisme ravagerait Rome, qu'aurait dû ravager Rome le 11 mai dernier. Manque de peau, ce séisme s'est produit le même jour, mais dans le sud de l'Espagne. Est-ce que on peut croire à ce genre de prédiction des Nostradamus? Non, véritablement pas, parce que en fait, on sait que dans les sciences de Nostradamus, il y a énormément de prédictions, dont certaines par entre guillemets chance se sont réalisées, puis d'autres ne se réaliseront jamais. Donc il faut pas attacher trop d'importance à un langage qui, depuis le fond du Moyen Âge, nous apparaît comme de plus en plus métaphorique et donc de plus en plus chargé entre guillemets d'erreurs. Non, ce qu'il faudrait retenir, c'est que on se pose tous la question, entre guillemets, des grandes catastrophes. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les débuts de la vie complexe, c'est-à-dire à peu près 500 millions d'années dans le passé, il y a eu 5 grandes catastrophes. 5 qui ont véritablement éradiqué toute vie, ou presque 80-90% de la vie présente à ces époques-là, de la surface du globe. Ça, c'est la prochaine, c'est imminent. Et donc on a l'extinction du Permien, celle du Cambrien, alors là le Cambrien c'est 90% des espèces. On a celle du Carbonifère, celle du Trias et puis celle du Crétacé. C'est en fait la dernière, il y a 65 millions d'années. On peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé
pour que la vie qui était quand même très florissante, très solide, les dinosaures. Alors, il y a une comète qui a toute... Voilà, on peut imaginer un astéroïde qui fait des milliards de tonnes, donc 10 kilomètres, et qui arrive un beau jour, il y a 65 millions d'années, dans le ciel des dinosaures. Et ce beau jour, c'est bien sûr le dernier jour des dinosaures, parce que cet objet de 10 kilomètres, en quelques 2 minutes à peu près, va passer toutes les frontières ou toutes les barrières de la ionosphère, la stratosphère, l'atmosphère, et descendre dans l'océan de l'époque, donc quelque part dans le golfe du Nouveau-Mexique, et provoquer une vague qui probablement, on pense... De vapeur. On pensait au départ, oui, mais c'est de l'ordre d'à peu près, on pense 900 mètres de haut. Mais 900 mètres, il faut imaginer une vague de 900 mètres qui arrive sur le continent et qui donc déferle et efface dans un premier temps donc par noyade pratiquement tous les animaux qui sont là. Puis alors ensuite un plasma qui ressemble en fait à une nappe de feu qui recouvre toute la Terre, cette fois toute la Terre. Et enfin un hiver nucléaire qui arrive et qui fait chuter la température probablement autour de 30 degrés au-dessous de zéro. Voilà. Et on reste là pendant les océans. Combien de milliers d'années ça a duré? Les océans ont mis 5000 siècles à se remettre de la catastrophe. 5000 siècles. Une réaction, Alain? La réaction, c'est que la disparition des dinosaures, par exemple, a permis aux mammifères ou aux oiseaux de prendre leur envol. Voilà. Bon, et donc la vie sur Terre. Heureusement qu'il y a eu cette comète, sinon. Je sais pas si c'est une bonne chose pour la Terre, la planète, mais bon. Oui, d'ailleurs, tu dis les oiseaux, mais les premiers Parisiens, en fait, il y a à peu près 35 millions d'années, étaient ce qu'on appelle les gastornis, c'est-à-dire en fait des oiseaux de 2,50 m à 3 mètres de haut, pratiquement, qui s'appelaient Gastornis parisianis parce qu'on les a retrouvés à Meudon. C'était sur quelle ligne de bus? Paris-Meudon. Paris-Meudon. D'accord. Marie Curie, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Marie Curie? Je suis étudiante. Étudiante? Et vous travaillez sur quoi? J'étudie le droit. Ça doit être horrible de s'appeler comme ça au quotidien. Oui. C'est surtout quand on ramène des mauvaises notes. On m'a souvent dit, dis donc Marie Curie, t'as pas inventé l'eau chaude. Monsieur Nobel, bonjour. Bonjour. Vous-même, avez-vous inventé la dynamite? Non, malheureusement, non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis dirigeant d'une fondation. Ah, comme l'autre? Oui, c'est ça. D'où vient l'origine? Il était suédois, Nobel? Il était quoi? Tout à fait. Suédois, oui. C'est la fondation Nobel, donc... a été créée au début du siècle dernier, donc par mon ancêtre Alfred Nobel. C'est la même famille, vous faites partie de sa famille? Tout à fait, oui. Cool. Monsieur Newton, bonjour, vous avez un lien de parenté avec l'illustre Isaac? Non, pas du tout, non. En fait, il y a 2 familles et je suis l'autre. Mauvaise pioche. Monsieur Lépine, bonjour. Oui, bonjour. Qu'avez-vous inventé vous-même? Rien du tout. Rien du tout. Alors nous sommes avec Marie Curie, Monsieur Nobel, Monsieur Newton, Monsieur Lépine, allez-y. Quel plateau! C'est pour vous, allez-y. Profitez-en si vous avez des questions à leur poser. J'ai une question à poser à Newton. Est-ce qu'il s'est intéressé à un phénomène qu'il côtoie évidemment tous les jours, puisqu'il vit sur une planète où s'exerce une force qui est la force de gravitation? Est-ce que vous êtes intéressé à cette force que vous subissez tous les jours? Moi, personnellement, je pense que Isaac Newton n'était pas forcément un grand savant. Parce que pour passer des heures réfléchir... À glander autour d'un arbre. Un pommier tombe, il faut être soit bourré ou soit stone. Et Monsieur Nobel, pourquoi vous avez jamais voulu donner un prix de mathématiques? Parce que sa femme... Parce qu'il était connu. Parce que sa femme avait comme amant un mathématicien. Voilà. Qui lui a pris le 69 et c'est pour ça l'autre il n'a jamais donné de... La question piège. C'est incroyable. Marie Curie, Monsieur Nobel, Monsieur Newton, Monsieur Lépine, on va vous envoyer un bouquin de Sébastien Follin, La part verte des choses. La réédition de La mémoire double qui a inspiré Matrix, quand même, on peut le dire. Et une des sources, c'est pas la source unique, mais enfin, c'est vrai que ça fait vendre. Et le livre de Michel Chevalet est celui d'Alain Bougrain-Dubourg. On vous remercie pour votre disponibilité et votre humour. Au revoir. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et nos invités aujourd'hui? Igor et Grishka Bogdanov, Sébastien Follin, Michel Chevalet et Alain Bougrain-Dubourg. Brahim, bonjour, ta question. Oui, j'ai une petite question très courte qui me tarde depuis longtemps pour frère Bogdanov. Je voudrais savoir combien pèse la Terre. Combien quoi? Combien pèse le poids de la Terre. Le poids de la Terre? À 800 grammes près, le poids de la Terre. En kilos, c'est possible. En kilos, oui. Et s'il y a un peu plus, je vous le mets quand même?
Alors, vous le savez, ça fait partie des choses qui sont bien connues. Mais pas de vous, visiblement. Mais que nous ne connaissons pas. Donc, je ne sais pas. Voilà, toi aussi, Ibrahim, tu es des déçu. milliards de tonnes, mais de dire combien. Comment? Tu es déçu par leur inculture à ces deux connards, toi aussi? Ouais, très déçu. Bon, on t'embrasse, Brahim. Je cherche le poids de la Terre. Ça va être de l'ordre de... Attends, Le poids Brahim, de la Terre Julie a une est solution. d'environ... Oh là là, les kilos, c'est pas possible, il y a combien de zéros? Oh non, on entend, donc là, je sais pas quoi. 3, 4, 4 kilos. 6, 5. 7, 8. 8 fois 9 zéros. Ça fait combien? Est-ce que... Quoi? Avec... Il y a... 9 zéros, c'est le milliard. Hein. 9 Non, zéros, 8 c'est fois le milliard. 3 zéros. 8 fois 3 zéros. 3 fois 8, 24. Ah, d'accord. Si il y a le chiffre 6 et 24 zéros derrière. En kilos. En kilos. nous. Vous comprenez? Brahim, Oui. j'ai 30 ans de radio, on m'a jamais pété les couilles comme tu viens de le faire. Si, attends, on va répondre. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Je fais la bio des frères Bogdanov, prise sur Internet, donc il n'y a que des conneries forcément. Et il manque des mots, vous trouvez les mots qui manquent. D'accord. On y va? Mais vous ne jouez pas tous les deux, hein? On dit rien. Ah bah non, non. Qui joue alors? Bah les autres. Tout le monde. Michel, Alain, Sébastien, Laurent et le public qui souffle. Igor et Grishka sont nés dans un... Conteneur. Couvent. Non. Dans un château? Dans un château. Le château de Saint-Lary dans le Gers. Leur père était un... Escroc notoire. Mais non, beaucoup détective mieux que privé. ça. Un Aristo. noble. Mais quel titre? Russe. Quel Un comte. titre? Un tsar. Un comte. Plus. Un duc. Plus. Un baron. Un grand-duc. Non, plus. Un moyen duc. Un roi. Un roi. En dessous. Un prince. Un prince. Bravo. C'est ça, d'origine. Hongrois. Russe. D'origine russe, et tatar même. Et qui est artiste, qui était Et artiste tartare. peintre. C'est Tatar. pareil. C'est pareil. Élevé par leur... Non. Tante. Chien. Élevé par leur... Chèvre. Chien. Élevé par leur... Nounou. Non. Cousine. Berger. Je Grand-mère. l'entends dans le public. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, bravo. C'est dans la bibliothèque Familial. familiale, bravo Sébastien, qu'ils puisent leur passion pour La science. le sexe. La science, non, Non. pour La un connaissance. domaine de la science. Les chefs. Les mathématiques. Bah quoi, l'astronomie? L'astronomie. Je L'astronomie. souffle et je fais des gestes. Passion qu'ils partageront avec leurs camarades de... Classe. Non. Eh ben c'est ça, de dortoir. Bravo Voilà, le public. Il a regardé la lune, Alors, c'est vrai, il a regardé la lune. bravo. Il a regardé Vous la allez lune. voir pourquoi ce détail. La nuit, ils sortent en cachette pour aller regarder les... Étoiles. Les Les pornos. Les pornos, non. La lune. Les étoiles. Tout ce qui vole les intéresse. Dès l'âge de 15 ans, ils vont apprendre à... La garde à vue. Non. À voler. À piloter. Non, à piloter. Des avions, des hélicoptères et des... ULM. Non. Des soucoupes volantes. Non. Des Planeur. planeurs. Ils doivent leur arriver à la télé, aux journalistes de TF1. Patrice Lafont, c'était. Non, 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 non. Enfin, on parle attends, d'autre chose. Là, Ah oui, non, c'est ça, pas c'est sympa le tout début. d'oublier ça. Léon Oui, Zitrone. avant, il y a eu Alors. Patrice Lafont, mais là, vraiment, leur début à la télé Morosi. reconnu, c'est à Yves Morosi. Yves Mourouzi, qui les recevra sur le plateau de son JT, leur proposera une séquence consacrée aux... Étoiles. Non. Non, dans X, c'est-à-dire Non, non, après, science-fiction. c'est non, c'est dans une émission Aux de Mourouzi. planètes. Aux Dans planètes. une émission de Mourouzi le dimanche, ils avaient une séquence, c'est ça qui les a fait démarrer en fait. C'est vrai. Alors, consacrée aux... Science-fiction. Non, des machines... Aux robots et aux... Ces étoiles. Aux extraterrestres. Extraterrestres. Aux extraterrestres. Aux extraterrestres. C'est le tremplin de leur carrière qui débouchera sur leur célèbre émission. Temps X. En quelle année? 69. 1979. Les frères Bogdanov ont publié de nombreux ouvrages de... Vulgarisation. Vulgarisation. Ah, c'était plus Science-fiction. tard, de science-fiction, de philosophie et de vulgarisation Scientifique. scientifique. Pornographique, ce sera la première science-fiction. Science-fiction. Pour signer leur livre, ils ont choisi de modifier Leur nom. Leur nom. l'orthographe de leur nom L'orthographe. qu'ils écrivent avec un V. Oui. un D'un V V. sur leur livre. Bravo. Bravo. Ah ouais, c'est... Moi, je suis très impressionné. Très impressionné par ce tour de bonnes réponses, d'abord. Et par la voix aussi, de Julie. Thank you, Michel darling. Chevalet, oui. Passe-moi l'autre con, comment ça marche? C'est-à-dire, pardon? Comment ça marche, le passe-moi l'autre con? Ben, c'est très simple. Oui. On appelle quelqu'un,
On a le prénom de la personne. On dit allô, Micheline, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Michel Chevalet appelle Monique. Ah, un grand moment. C'est Kerry quand on l'a. 2, 1, 0. Allô? Allô? Allô, Monique, bonjour. 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 Juste, je suis très pressé. Tu peux me passer l'autre con qui est à côté de toi? S'il vous plaît. Vite. Oui. De quoi? Non, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Mais non. Mais tu me passes l'autre con qui est à côté de toi, là, rapidement. Là, j'ai 2 mots à lui dire. Fais-le, Alain. Alain, à toi. Tiens. Allez, Alain. Oui, tu vas pas vous compter. Allez, Alain. Allô? Oui, allô? Oui. Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Qui ça? L'autre con, s'il te plaît, là. Je suis à la bourre. Le pont? Non, l'autre con, s'il te plaît, qui est à côté de toi, là. Ouais, ok. Putain, j'avais pas le nom. C'était un commissariat. Non, tu déconnes ou quoi? Oh, le con. C'est pas vrai. Heureusement que t'as pas dit je suis Alain Bougrain-Dubourg. Regarde, c'est simple, je vais te faire une gendarmerie. Tu veux une gendarmerie? Bien volontiers. Je vais te le faire. Oh non, fais pas la gendarmerie. Pourquoi pas? C'est toi qui le fais alors. D'accord. Ah, ok. C'est ce qui est plus facile. Commissariat du 10e arrondissement, bonsoir. Oui, bonsoir, passe-moi l'autre con. Qui ça, l'autre con? C'est qui? C'est Michel, là? Non, c'est Thomas. Ah, passe-moi l'autre con, Thomas. Quel autre con? Vite, Thomas. Je sais pas le temps. Mais qui c'est? À côté, l'autre con. Il n'y a pas 50. Non, il y a personne à côté de moi. Hein. C'est vrai? Ouais, non, négatif. T'es tout seul à l'opéra? Mais qui c'est, là? Michel qui? Mais c'est Michel. Comment ça, Michel? Et comment ça, t'es tout seul? Je comprends pas. Pourquoi t'es tout seul à cette heure-là, toi? C'est Skyrock? Bravo Thomas, on te baisse pas comme ça, bravo. C'est Skyrock, salut. Skyrock? Ouais, t'as reconnu Skyrock. tout de suite, hein, bravo. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est Skyrock? T'es un fidèle de l'émission, Bah je ouais. vois. Ouais, tout à fait, ouais. Donc tu sais ce que sympa. tu as gagné, Thomas? Oui, non, je sais pas, mais vous allez me le dire. Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Bah déjà, est-ce que tu es marié, Thomas? Tout à fait. Bah, petit canard vibrant. Un petit canard vibrant pour elle, hein. Offert par passageduDésir.fr. La première marque dédiée au développement durable du couple. Stop ou encore, Le Thomas? slogan. Encore? Allez, encore un cadeau. Un bon d'achat de 100 € à dépenser sur cultura.com. Avec des tas de trucs, des CD, des DVD, des jeux vidéo. Stop ou Qu'est-ce qu'il veut encore? Encore ou pas? T'as une montre, Thomas? Non, j'ai pas de montre, malheureusement. Je suis leader sur mon portable. Hein. Vous voulez une montre? Éventuellement, ouais, mais Alors, de une marque, hein, si possible. Bah, de Pierre Lanier, qui est un grand fabricant de montres. Un fabricant français. D'accord? Ok, très bien. Une montre pour homme. Thomas, offerte par on Pierre va Lanier. rappeler demain, quel est le plus gros con chez toi dans ta brigade? Oh, bah écoute, faut pas que je cite de nom. Hein. Un prénom, juste un prénom. J'ai une idée. Non, alors je peux. Une initiale. Oui, vas-y, moi. L'initiale BB. Une initiale F. F, c'est Fabrice, ça. François. C'est Fabrice. Je peux pas en dire plus. Ouais, c'est Ah, Fabrice, d'accord, le bah, plus allez, con. passe-moi François, Ok. qu'on en parle Eh ben, plus. on rappellera demain, on t'embrasse et tu as Ça gagné. marche. Gros bisous. Merci Skyrock. Pas facile à faire le passe-moi l'autre con. Hein. Merci Sébastien Follin, merci Igor et Grishka, merci Michel Chevalet, merci Alain Bougrain-Dubourg, pas facile à dire. Merci Julie, merci au public. Et le prochain enregistrement de Laurent Baffy, écoutez bien, c'est demain, lundi, c'est à 18h30 avec comme invité Eva Darlan, François Morel et Elodie Frégé et Brigitte pour participer 39-21. Bon dimanche à tous. Je crois que ça suffit comme ça.